Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali et je vais vous présenter aujourd'hui la revue de presse UPR de la semaine du 13 au 19 août 2018. À la une cette semaine, train ultra rapide. La Chine veut faire mieux que l'Hyperloop. À la tête du plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, la Chine mise également sur la technologie Hyperloop et sur la sustentation magnétique. À horizon de 2021, une équipe chinoise pense mettre au point un modèle de train pouvant atteindre les 1500 km/h. Source Les Échos, 14 août. Pour atteindre une vitesse proche de celle du son, en évitant tout risque de collusion, la technologie Hyperloop vise à faire circuler les wagons par sustentation magnétique dans des tubes à très basse pression. Anciennement leader dans le transport ferroviaire, la France a abandonné son fleuron, le TGV, sur les ordres d'Emmanuel Macron. De manière plus globale, quel grand projet d'innovation industrielle est encore porté aujourd'hui par la France, à l'instar de ce que fait la Chine? Ce n'est qu'une question d'ambition et de hauteur de vue, et de volonté politique. Sous Charles de Gaulle, la France était à la pointe dans de nombreux domaines. Exploration spatiale, télévision couleur, armement nucléaire, etc. Désormais, rien. France. Air France KLM confie les rênes à un Canadien. L'intersyndicale furieuse. Alors que Air France est sans patron depuis le 7 mai 2018, un Canadien anglophone, Benjamin Smith, a été pressenti pour prendre la tête du groupe. Un scénario qui fait réagir le pilote Paul Farge, inquiet de la présence de candidats ambassadeurs d'intérêt extérieur. La France aurait renoncé à sa souveraineté aérienne quand chaque pays défend âprement les intérêts économiques de ses entreprises. Source La Tribune, 16 août. Ça commence bien, notamment pour redresser la compagnie Air France et pour poursuivre la cure d'austérité sur le personnel. La première décision de Benjamin Smith a été de s'octroyer un salaire 3 fois supérieur à celui de son prédécesseur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Malheureusement, nous savons déjà qu'Emmanuel Macron ne va pas se battre pour défendre les intérêts de la France. L'intense campagne médiatique et l'action judiciaire qui ont amené à l'élection d'Emmanuel Macron ont trompé les Français qui ont porté au pouvoir un membre des Young Leaders de la French American Foundation. Une polémique entoure déjà cette nomination alors que le salaire du prochain PDG pourrait atteindre 4,25 millions d'euros, soit 3 fois plus que son prédécesseur. Et cela alors que tout le personnel d'Air France est contraint à une cure d'austérité salariale depuis des années. L'UPR demande au CSA de sanctionner France 2, au moins aussi sévèrement qu'il l'a fait pour RT, pour avoir diffusé, pour la deuxième fois, la même infox avérée à l'encontre de Vladimir Poutine. L'UPR demande donc au CSA d'être cohérent avec lui-même et de prendre une sanction contre France 2 au moins égale à celle qu'il a infligée à RT France, puisque d'une part, France 2 a diffusé pour la deuxième fois en 5 ans la même fake news éculée, ce qui a les apparences d'une manipulation délibérée et opiniâtre, autrement plus grave que l'erreur véniale commise par RT France, et que, d'autre part, France 2 ne respecte pas l'expression pluraliste des opinions politiques, puisqu'elle a accordé 0 heure, 0 minute, 0 seconde à l'UPR et à François Asselineau depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Si le CSA n'agissait pas ainsi, cela signifierait qu'il se livre à un 2 poids, 2 mesures entre France 2 et RT France, et qu'il ne fait pas respecter la pluralité des opinions politiques en France. Bref, une telle inaction serait outrageusement incompatible avec sa mission de gendarme de l'audiovisuel. Source UPR, 14 août.
La TVA réduite sur les produits reconditionnés interdite par une directive européenne. Les produits reconditionnés s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire, permettant un cycle plus vertueux de réutilisation des produits. Contrairement à la fabrication du produit d'origine, l'activité de reconditionnement des produits crée bien souvent des emplois directement en France. Par ailleurs, au regard de la raréfaction des matières premières, cette tendance a un effet réel sur la transition écologique. Malgré tout, les avantages. Il n'est pas possible d'appliquer une TVA réduite aux produits reconditionnés, du fait de la directive numéro 2006-112-CE, qui n'autorise l'application des taux réduits de TVA que pour certains biens et services précis. Source: Assemblée nationale, 14 août. Cette directive européenne fait partie d'une nébuleuse de normes contraignantes qui ont un coût annuel énorme, que certains économistes estiment entre 40 et 60 milliards d'euros. Sortir de l'Union européenne permettra une simplification administrative et stimulera l'économie. Aurore Berger milite pour la présence de chats à l'Élysée et à l'Assemblée nationale. La députée et porte-parole du groupe Parti Animaliste, non c'est pas ça, c'est pas Parti Animaliste, c'est LRM, comme quoi, souligne que de nombreuses souris rôdent dans l'Assemblée. Il n'y a pas que des souris à l'Assemblée, hein, il y a aussi des sacrées ordures. Source 20 minutes, 17 août. Bon, on revient sérieux. La députée et porte-parole du groupe LRM souligne que de nombreuses souris rôdent dans l'Assemblée nationale. Source 20 minutes, 17 août. Plutôt que de s'alarmer sur l'avenir de l'euro, de dénoncer les menaces contre les libertés individuelles, ou de s'attaquer aux grandes orientations de politiques économiques dictées de façon dictatoriale par la dictature européiste, qui fixe de façon dictatoriale la politique économique et sociale de la France, voilà le genre de sujet ridicule sur lequel se rabattent certains députés et que toute la presse française reprend avec entrain. L'abêtissement volontaire des Français bat décidément son plein. Oui, et c'est bien la présidente et porte-parole du groupe LRM. France, précarisation. Les hausses de salaire ne compensent plus l'inflation. Selon le ministère du Travail, le salaire mensuel de base a augmenté de 1,5% en un an à la fin de juin, alors que la hausse des prix atteignait au même moment 1,7%. Une première en France depuis 2011. Source: BFM Business, 10 août. Les Français continuent de perdre du pouvoir d'achat au sein de l'Europe qui protège. On n'a jamais vu ça. En plein mois d'août, les Restos du Cœur débordaient. Alors que le nombre de bénéficiaires baisse habituellement en période estivale, l'association fait face, cet été 2018, à une demande presque aussi élevée que pendant l'hiver. En période d'été, on est généralement à moins 30 ou moins 40% de personnes accueillies. Mais cet été, autant au niveau des inscriptions que de la distribution, on n'a jamais vu ça. Source: France Info, 15 août. Lutter contre la paupérisation rapide de la population, c'est avant tout permettre à chacun d'avoir un emploi. Ceci nécessite de sortir de l'Union européenne afin, entre autres, premièrement, de retrouver une monnaie permettant à nos exportations de devenir compétitives, et deuxièmement, de dénoncer l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, le TFU, qui interdit le contrôle des flux de capitaux, et donc interdit tout contrôle des délocalisations, et aussi des évasions fiscales, entre parenthèses. France, service public en péril. CRS maîtres nageurs, leur mission pourrait s'arrêter en 2019. Le gouvernement pourrait mettre fin à la mission des 300 CRS sauveteurs présents sur les plages. Pourtant, selon les syndicats de la profession, il manquerait 5000 sauveteurs pour assurer la sécurité des baigneurs. Source: France Info, 14 août.
De nouveau, la sécurité est victime des mesures d'austérité imposées par l'Union européenne à travers les GOPÉ. L'effondrement du viaduc de Gênes ou encore les incendies en Grèce n'ont visiblement pas suffi à montrer que ces politiques sont non seulement inefficaces, mais aussi dangereuses. Combien de morts ces mesures absurdes d'austérité vont-elles encore provoquer? Une sortie de l'Union européenne rapporterait immédiatement 9 milliards d'euros. 100 ans de surveillants de prison de Gradignan, près de Bordeaux, mis à pied après le mouvement de contestation. Ces contestations avaient eu lieu en janvier après l'agression au couteau de 3 de leurs collègues par un détenu radicalisé. Les surveillants, qui ne disposent pas du droit de grève, avaient déposé des arrêts maladie de contestation. L'administration pénitentiaire précise que ces sanctions ont été prises parce que les agents grévistes ont mis en danger la sécurité des établissements pénitentiaires. Source France Bleu, 10 août. Dans le monde de Macron, les petites frappes comme Benalla ont des suspensions fictives, alors que l'on sanctionne durement ceux qui exercent un travail difficile et risquent leur vie. Le gouvernement ne rend pas service à la nation en humiliant ainsi ses serviteurs, les fonctionnaires. Le mouvement de contestation des surveillants à la prison de Gradignan en janvier 2018. Philippe Laurent. Personne n'avait dit au maire que les dotations baisseraient de manière aussi importante. Baisse des dotations, complexité administrative accrue, mise en place à marche forcée des intercommunalités, les élus locaux se rendent compte que malgré leur bonne volonté, ils ne peuvent pas respecter leurs engagements. Source Europe 1, 14 août. Personne, visiblement, Philippe Laurent, qui était bel et bien présent en tant qu'organisateur, n'a pas écouté le discours de François Asselineau lors de l'Assemblée des maires de France, au cours de la dernière campagne présidentielle du 22 mars 2017, qui les avait précédemment mis en garde sur la baisse des dotations. Les européistes veulent détruire l'âme de la France, et le secrétaire général de l'AMF est un menteur. Et je vous mets un petit extrait de la vidéo d'entretien d'actualité où Asselineau a parlé aussi de cela. Europe Matin, au cœur de l'info. François Geffrier. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le maire de la commune de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France. C'est ça le quotidien d'un maire en difficulté, voilà, c'est beaucoup de trajets, beaucoup de complications pour des décisions pas forcément faciles à prendre. Tout à fait, et puis ce manque de moyens, encore une fois, cette année, en 2018, la moitié des communes de France ont vu à nouveau une baisse de leur dotation. C'est très important parce que les maires qui ont été élus en 2014 n'avaient pas tout ça en tête. Personne ne leur avait dit que les dotations baisseraient de manière aussi importante. C'est le programme national de réforme PNR 2016 qui est en fait l'application directe, et vous verrez ici ce tableau qui a été publié par Bercy, où vous verrez directement dans l'annexe 1 que pour remplir l'objectif fixé par la Commission européenne, il a donc été décidé de poursuivre la baisse des dotations aux collectivités locales avec un gel en valeur en 2013, une baisse de 1,5 milliard d'euros en 2014, des nouvelles baisses de 3,5 milliards d'euros en 2015 et des nouvelles baisses de 3,3 milliards d'euros en 2016. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Mais avant que je parle de cet article 5, je rappellerai quand même que si l'on entre dans des renégociations, eh bien, ça débouchera sur rien. Et donc, ils seront obligés de mettre en œuvre cette politique que je viens de vous montrer.
C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. Personne ne leur avait dit que les dotations baisseraient de manière aussi importante. Europe. Les enseignements de la tragédie du viaduc de Gênes, largement imputables aux contraintes de l'Union européenne. La tragédie du viaduc de Gênes, ainsi que la réaction justifiée du gouvernement italien, ont soudain rendu muets les partisans acharnés de la construction européenne et des traités européens qui exigent de tous les États membres qu'ils se dessaisissent progressivement de les services publics en les vendant à des sociétés privées. C'est l'article 106 du TFUE. Celles-ci, les entreprises privées, seraient plus efficaces que les entreprises publiques, alors que leur seul objectif est de dégager toujours plus de profit. À l'instar de ce qui se passe en Italie, les infrastructures routières françaises se trouvent dans une situation de plus en plus précaire sous le double effet des privatisations et des restrictions budgétaires massives imposées par notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro, qui condamnent la France à une austérité sans fin. Il y a donc bien une relation de cause à effet entre l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro, et à la dégradation continuelle de l'ensemble de nos services publics, y compris au risque de provoquer des catastrophes mortelles, comparables à celle qui vient de se produire à Gênes. Source UPR 16 août. Campagne d'information de l'UPR pour renationaliser les autoroutes et ainsi éviter le même genre de drame en France. Le chômage britannique au plus bas depuis 1975. En 3 mois, le nombre de chômeurs au Royaume-Uni a baissé de 65 000 personnes, pour arriver à un total de 1,3 million, c'est-à-dire 4%. C'est le plus bas niveau depuis 1975. Parallèlement, les salaires ont augmenté de 2,7%. Source boursier.com, 14 août. La prétendue catastrophe du Brexit que nous avait promise nombre de médias n'a pas eu lieu. Le Project Fear s'est lui aussi révélé être une fake news. Le chômage au Royaume-Uni est au plus bas depuis 1975. Et la croissance au deuxième trimestre est supérieure à celle de la France et de la zone euro. Mais, si l'on écoute nos médias, Macron est formidable et c'est l'apocalypse outre-Manche. Et j'ajoute que si en France on est en train de nous raconter que c'est formidable d'avoir 1,7% de croissance, aux États-Unis c'est 4%, en Hongrie, qui n'ont pas l'euro, c'est 4%, au Royaume-Uni c'est 4%, y a un problème, hein. 1,7% c'est pas terrible, hein. C'est le niveau de croissance de l'Érythrée. Nigel Farage est de retour pour un vrai Brexit et veut donner une leçon à la classe politique. Le député européen britannique et ancien leader de UKIP a annoncé son retour dans l'arène politique. Il a été nommé vice-président du mouvement pro-Brexit Leave means leave. En français, partir signifie partir, pour lequel il veut relancer la bataille pour une rupture nette avec l'Union européenne. Il dénonce une proposition de sortie frauduleuse de la part de Theresa May, parce qu'elle ne respecte pas la volonté du peuple britannique. Source RT France, 19 août. Dans l'Union européenne, il faut se battre pour faire respecter la volonté populaire exprimée par référendum, quand celui-ci s'exprime dans un sens contraire à celui de la construction européenne. L'Union européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. On se demande où va la Suède. Une flambée de violence urbaine stupéfie le pays. La Suède a été le théâtre d'impressionnantes violences urbaines à l'approche des élections législatives. La ville de Göteborg a ainsi vu 80 voitures incendiées en une nuit, un phénomène qui sidère la population et jette une lumière crue sur le développement de la sécurité dans le pays. Source RT France, 16 août. Comme ses voisins scandinaves, la Suède était traditionnellement un pays apaisé.
modèle d'intégration. Voir l'intégration du Suédois Zlatan Ibrahimovic. Avec son appartenance à l'Union européenne, la situation dégénère malheureusement. Est-ce le résultat de quotas d'immigration inadéquats, décidés unilatéralement par l'Union européenne? Compétences européennes en vertu des articles 67, 77, 78, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, le TFU. L'Europe achète du gaz américain, mais à toute petite dose. L'Union européenne a déjà acheté 2,8 milliards de mètres cubes de gaz américain depuis 2016. Les importations totales de l'Union européenne devraient augmenter de 20% d'ici à 2040. Le gaz américain ne représente qu'une très faible part des importations européennes, 1% du GNL au premier trimestre 2018. Le gaz russe est bien meilleur marché. Aussi, l'Union européenne demande-t-elle aux États-Unis d'offrir de meilleures conditions commerciales. Source Le Figaro, 9 août. L'Union européenne traîne des pieds pour exécuter les ordres venus de Washington. Néanmoins, c'est probablement ralentir pour mieux sauter. Une fois que Donald Trump aura sifflé la fin de la récréation et de nouveau menacé les importations de voitures allemandes. Jusqu'où l'Union européenne sacrifiera-t-elle ses propres intérêts économiques? Des hackers dévoilent les projets de Kiev d'exposer le Donbass à des déchets radioactifs. Selon des hackers de l'organisation Cyber Berkut, les forces d'opération spéciales de l'armée ukrainienne prépareraient un attentat terroriste dans le Donbass avec l'utilisation de substances radioactives. La contamination de l'eau sera évidemment suivie d'une campagne d'information intense que l'Ukraine et l'Occident déclencheront contre Donetsk, Lugansk et la Russie. Ils pourraient les accuser d'avoir contaminé la région avec des matières radioactives, de violer la législation internationale, d'être incapables d'assurer la sécurité écologique et ainsi de suite. Source Sputnik, 18 août. Il faut bien sûr garder un esprit critique face à ces affirmations. La guerre en Ukraine est plus que jamais une guerre de l'information. Malheureusement, les médias français sont prompts à relayer, quant à eux, les fausses nouvelles venues de Kiev, avec un parti pris dénué de toute déontologie journalistique. Europe. Interdit de facto sur les grands médias français, le débat sur l'euro s'amplifie ailleurs en Europe. La fin des targets, donc, à terme de l'euro, est désormais examinée par le comité économique de la CDU au pouvoir à Berlin. Comme la quasi-totalité des responsables politiques français sont d'une ignorance crasse sur ce sujet pourtant fondamental, et qu'ils se refusent tous à proposer de sortir de la France de l'euro, François Asselineau fut le seul des 11 candidats à la présidentielle 2017 à proposer cette sortie et à parler des soldes target, sous les colibés de journalistes incultes et hostiles, la grande masse des citoyens français demeure dans l'ignorance complète de la sortie furtive de l'euro que prépare une partie de l'élite allemande. Source UPR, 17 août. L'euro pourrait exploser si la BCE n'apporte pas sa garantie sur les obligations des pays de l'Union européenne. Les taux d'intérêt des emprunts au sein de la zone euro sont différents entre les pays. L'écart des taux entre les pays n'a cessé de s'agrandir depuis 2008 et depuis la crise turque, les taux de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal se sont envolés. Si la BCE n'apporte pas sa garantie pour que les taux soient identiques pour tous les pays, alors l'euro risque d'exploser. Source RT, 13 août, en anglais. L'espérance de vie de l'euro se réduit de plus en plus. Les médias français restent totalement silencieux sur cet événement qui ne manquera pas d'arriver à brève échéance. Seul l'UPR prend le temps d'expliquer la catastrophe qui vient. Les européistes, dogmatiques et aveugles, porteront une lourde part de responsabilité dans la probable sortie désordonnée qui s'annonce. Il est plus que temps de prendre les devants et de sortir dans le calme de cette monnaie moribonde.
Turquie et Moyen-Orient. La Turquie hausse ses tarifs douaniers contre les États-Unis. La Turquie a fortement augmenté mercredi les tarifs douaniers de plusieurs produits américains, poursuivant son bras de fer avec les États-Unis, qui a mis la livre turque au supplice ces derniers jours. Les turbulences entre la Turquie et les États-Unis se sont renforcées au cours des derniers mois, avant de virer à l'orage en juillet à cause de la détention en Turquie du pasteur américain Andrew Branstone. Source Romandie 15 août. Au-delà de la détention du pasteur américain, on devine la volonté américaine de cibler l'Iran, qui vend une grande partie de son gaz à la Turquie voisine. C'est également un moyen pour Ankara de se venger du refus américain d'extrader l'imam Fethullah Gülen, que la Turquie accuse d'avoir organisé la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Turquie, l'émir du Qatar va soutenir Erdogan. La Turquie a apporté un fort soutien au Qatar en 2017, quand ce petit pays, richissime, émirat gazier, a été soumis à un boycott de la part des Saoudiens et de leurs alliés. Ces derniers lui reprochent ses liens avec les groupes islamistes, dont la confrérie des frères musulmans, et de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran. Les liens sont aussi économiques, puisque de nombreux investisseurs du Qatar pourraient être menacés par une crise économique en Turquie. Source Le Figaro, 15 août. En ces temps difficiles, la Turquie compte ses alliés. Bien que membre de l'OTAN, elle va réaliser qu'elle n'en compte aucun en Occident. Les conséquences de cette crise seront à suivre de près. Tamim Ben Hamad El Thani, émir du Qatar, à gauche, serrant la main de Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, à droite. Yémen, la coalition collabore avec Al-Qaïda. Au Yémen, la guerre supposée contre Al-Qaïda, menée par la coalition soutenue par les États-Unis, s'avère être une farce. Dans les faits, l'organisation terroriste est un allié dans la lutte contre la rébellion des Houthis chiites soutenus par l'Iran. Source, le New York Times, le 7 août en anglais. Tel Frankenstein, les États-Unis et leurs vassaux occidentaux soutiennent indirectement le monstre responsable de nombreux attentats. Faut-il rappeler que les frères Kouachi, responsables de la tuerie commise à Charlie Hebdo, avaient été entraînés par Al-Qaïda au Yémen. Il est plus que temps d'arrêter cette politique hypocrite et mortifère. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le New York Times, c'est pas des anti-américains primaires, ni des complotistes conspirationnistes. Merci. Bloqués des années par Israël, des tonnes de courriers parviennent en Cisjordanie. Envoyés entre 2010 et 2018, les colis ont été remis aux Palestiniens après avoir été détenus pour des raisons administratives ou liées à la sécurité. Il y a des lettres, mais aussi des médicaments ou encore des fauteuils roulants. Source Europe 1, 14 août. Non content d'occuper illégalement toujours plus de terres palestiniennes, les gouvernements israéliens successifs attentent aussi à la vie privée des Palestiniens et à leur santé. Que n'aurait-on pas entendu dans nos médias si quelque chose du même acabit s'était déroulé en Russie et non pas en Israël? Asie Pacifique. Mer Caspienne, la Russie, l'Iran et 3 républiques ex-soviétiques signent un accord historique. Depuis la fin de l'URSS, un vide juridique entourait le statut de la mer Caspienne. Sur fond d'enjeux liés au pétrole et au gaz, Moscou, capitale de la Russie, Téhéran, capitale de l'Iran, Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, Ashgabat, capitale du Turkménistan, et Astana, capitale du Kazakhstan, ont finalement signé un accord qui fera date. La Russie a renforcé son image de pays producteur d'accords diplomatiques et assure sa prédominance militaire. L'Iran va pouvoir lancer des exploitations économiques dans la mer Caspienne. L'accord donne aussi espoir pour la préservation de la diversité écologique de la région. Enfin, l'accord interdit toute présence militaire d'un pays tiers
dans la mer Caspienne. Source RT France, 12 août. La Russie, toujours menacée par l'OTAN à ses portes, multiplie les accords et les partenariats avec succès. Elle poursuit ainsi efficacement son projet de construction d'un grand espace eurasien, sûr et prospère, en partenariat avec les nouvelles routes de la soie chinoises. Île artificielle de la mer Caspienne au large des côtes du Kazakhstan. Face aux GAFA, l'Inde veut reprendre le contrôle de ces données. À l'instar de la Chine, le gouvernement indien plancherait sur un projet de loi pour obliger les sociétés étrangères à stocker les données personnelles de leurs utilisateurs sur leur territoire. Le but, reprendre le contrôle des données de ses citoyens et favoriser l'écosystème local pour faire émerger ses propres mastodontes du numérique. Dans un pays qui compte presque 400 millions d'internautes. Source La Tribune, 14 août. Comme la Russie et la Chine, l'Inde cherche à protéger sa souveraineté sur les données de ses concitoyens. Puisque les GAFA ne respectent pas le principe de la propriété personnelle et de la portabilité des données. C'est-à-dire que mes données m'appartiennent et je dois pouvoir à tout moment les récupérer ou les effacer. Pourquoi ne pas créer des alternatives? Soit par la contrainte légale, soit en créant des services nationaux équivalents. Mais dans le cadre de l'Union européenne, cela semble peine perdue, tant le pouvoir des lobbies est fort et rédhibitoire la lenteur des prises de décision en la matière dans l'Union européenne. La Nouvelle-Zélande interdit aux étrangers d'acheter des biens immobiliers. Face à la flambée des prix de l'immobilier en Nouvelle-Zélande, principalement suscitée par l'afflux d'investisseurs immobiliers étrangers, le gouvernement de Wellington veut permettre à ses citoyens d'accéder à la propriété. Source Le Point, 15 août. Voilà une mesure qui serait interdite en France du fait de notre appartenance à l'Union européenne et de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisant le contrôle des flux de capitaux. Pourtant, comme en Nouvelle-Zélande, si le prix de l'immobilier est si élevé dans un certain nombre de villes en France, à commencer par Paris, c'est aussi du fait de l'afflux d'investisseurs internationaux qui bénéficient à plein de la totale liberté de circulation des capitaux. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, c'est pas un nazi ou un gros facho, c'est une femme jeune maman qui s'appelle Jacinda Ardern et qui est du parti travailliste néo-zélandais. Amérique. Faillite, Puerto Rico entrevoit le bout du tunnel. Écrasé par le poids d'une dette publique de 74 milliards de dollars, le pays de 3,4 millions d'habitants est parvenu à signer un accord préliminaire en vue d'une restructuration d'une partie de sa dette. L'opération va permettre de réduire un montant estimé à 7 milliards de dollars ainsi que d'économiser sur la durée de l'ordre de 17,5 milliards de dollars au titre du service de la dette. Dévastée par les ouragans de 2017, l'île, qui a le statut d'État libre associé aux États-Unis, a demandé au Congrès américain de lui allouer des fonds à hauteur de 139 milliards pour se reconstruire. Source Les Échos, 9 août. Espérons que des rapaces ne cherchent pas à perpétuer une dette sans fin, à l'image du cas de la Grèce, dont on connaît le tragique récession économique et la régression sociale en Europe. Le Brésil appelle l'opposition vénézuélienne à se rassembler contre Maduro. Le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Aloysio Núñez Ferreira, a demandé aux diverses courants de l'opposition brésilienne de s'unir pour lutter contre le gouvernement Maduro et préparer l'après-chavisme. Mais il a déclaré qu'une intervention étrangère n'était pas à l'ordre du jour. Source Bloomberg, 17 août, en anglais. Cet appel émanant du gouvernement, dont la légitimité est contestée, car issu du coup de force parlementaire contre Dilma Rousseff en 2016, est en fait un exercice de ventriloque.
Il correspond au passage dans la région du secrétaire américain à la défense, James Mattis, visant à relancer la coopération militaire avec les alliés du Sud, et peut-être à unifier leurs communications officielles touchant le Venezuela. Des renforts militaires brésiliens viennent d'être envoyés dans l'état de Roraima, à la frontière du Venezuela, officiellement pour faire face à l'afflux de réfugiés et désamorcer les tensions qu'ils suscitent au sein de la population locale. Trump veut faciliter les cyberattaques américaines. Donald Trump est revenu sur une série de dispositions prises sous l'administration Obama, facilitant le recours aux attaques informatiques. Il sera ainsi plus facile pour l'US Cyber Command de lancer des cyberattaques. Source Les Échos, 16 août. Alors que les cyberattaques russes sont pointées du doigt, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont bien plus puissants et menaçants dans ce domaine, et qu'ils n'hésitent pas à espionner leurs alliés et leur population, comme l'a révélé Edward Snowden. Diverses. Bayer rechute, de nouvelles plaintes aux États-Unis évoquées. Le groupe agrochimique Bayer a acquis l'entreprise américaine Monsanto en 2016. C'est l'une des plus grosses fusions-acquisitions de l'histoire allemande. Monsanto a récemment perdu un procès, a été accusé d'avoir commercialisé des produits ayant entraîné l'apparition de cancers. Source Reuters, 16 août. C'est la même Union européenne qui est en train de valider l'acquisition de Monsanto par Bayer au nom du respect du principe de concurrence, et qui en même temps s'inquiète de la diffusion de certains produits de Monsanto, pour ceux à base de glyphosate, dans les pays membres, au nom de la protection de la santé publique. Où est la cohérence d'une telle politique? Le renouveau des crypto-monnaies fondées sur l'or. Alors que beaucoup de crypto-monnaies sont fondées sur rien, la valeur du Gcoin, qui vient d'apparaître en Suisse, serait directement indexée sur l'or. La nouvelle vague des devises numériques semble privilégier les actifs tangibles comme les métaux précieux. Source Bilan, 13 août. Comme l'avait expliqué Vincent Brousseau, spécialiste des questions monétaires de l'UPR, les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ne reposent sur rien, et donc sont exposées au plus haut point à la spéculation. Une indexation sur l'or devrait, en toute logique, rendre leur cours plus stable. Et c'est fini pour cette semaine, et je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à liker, à partager, et surtout à taper la cloche pour être au courant des autres vidéos qui y arriveront. Bonne semaine à tous! Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!